Bienvenue sur Terres Intimes, le podcast qui plonge dans la sexualité et l'intimité de personnes comme vous et moi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très beau mois de janvier. Alors que le froid s'installe de plus en plus dans nos journées, le soleil vient aussi les rallonger et nous rappeler que la beauté du printemps est en chemin. C'est pour ma part avec cette réassurance en tête que j'ai commencé mon année. J'espère que vous aussi, vous avez ces petites pensées qui viennent vous booster. Mais quoi qu'il en soit, je vous souhaite énormément d'amour, de moments de joie avec vos proches, des doux apprentissages de la vie, des belles réussites et une sexualité dans laquelle vous êtes pleinement épanoui. Dans ce nouvel épisode de Terres Intimes, j'ai la joie de vous présenter Paul, un jeune homme de 25 ans que je n'avais jamais rencontré avant l'enregistrement. Rempli de douceur, de pétillant et de vérité, c'était assez génial de le découvrir pour la première fois et de plonger dans ses pensées, son histoire et son intimité. Je préfère vous prévenir que nous parlons de sujets qui peuvent être sensibles pour certaines personnes. En effet, nous parlons d'attouchement et de non-consentement. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à vous référer à la description du podcast pour passer cette partie et écouter la suite. Je vous ai indiqué tous les minutages. Je souhaite prendre aussi quelques secondes pour remercier Paul de s'être livré avec autant de transparence pour sa gentillesse, son sourire et surtout, j'avoue, pour la délicieuse brioche à la praline qu'il a apportée et que j'ai dévorée tout le reste du week-end. Ensemble, nous avons parlé de masturbation, de pornographie, de deuil, d'écriture, de confiance en qui on est et en qui on a été, et de plaisir. C'est parti. Bonjour Paul. Bonjour Juliette. Comment tu te sens ? Ça va super. Et toi ? Très bien, vraiment très très bien. Je suis très heureuse de t'accueillir chez moi. Merci de m'accueillir. Merci pour la brioche surtout. On s'est eu au téléphone une seule fois et c'est la première fois qu'on se rencontre. Donc on s'est rencontrés via mon Instagram Juliette fait la révolution. Exact. Merci beaucoup de m'avoir envoyé un message. Merci à toi pour les podcasts. J'ai adoré notre première conversation au téléphone parce que j'ai trouvé que tu avais une manière de parler de ta vie personnelle, intime, sentimentale, amoureuse avec beaucoup de clarté. Donc c'est un peu un honneur pour moi de te rencontrer et de faire cette interview pour la saison 2 de Terres Intimes. C'est partagé. Ma première question, je pense que peut-être que tu la connais. Est-ce que tu te souviens de l'âge auquel tu as commencé à te poser des questions sur la sexualité ? C'était certainement très jeune. Dans ma famille, on avait une relation à la nudité, au corps qui était assez libre. Donc les sexes, entre guillemets, de mes parents, je les ai vus très rapidement. Et j'ai entendu parler de tous ces sujets-là assez vite, de manière forcément un peu allégée, pour pas choquer l'âme d'enfant. Mais en tout cas, c'était pas tabou. C'était pas du tout un tabou dans les relations que j'avais avec... les amis de mes parents qui étaient autour de nous, etc., ils parlaient souvent de sexe ensemble. Alors, c'était pas le sexe, c'était plus des blagues un peu graveleuses, mais en tout cas, j'étais familier à tout ça. Et quand j'étais assez jeune, je suis tombé une fois sur une cassette, je voulais regarder un dessin animé, et mes parents rangeaient leur cassette méthodiquement, et il y avait une cassette marquée Astérix, je sais plus lequel c'était. Et j'étais tout seul à la maison, je devais avoir 8 ou 9 ans je pense, et je mets cette cassette dans le lecteur et voilà, me voilà face à une paire de boules et des fesses, littéralement. C'était pas Astérix. C'était pas du tout Astérix. Voilà. Puis la caméra a pris un peu de recul et puis là j'ai compris ce que c'était parce que vraiment au départ j'étais complètement perdu, c'était un peu de l'art abstrait, je dis bien de l'art. Et vraiment directement je me suis dit ok, ça a l'air d'être sympa tout ça, mais qu'est-ce que c'est ? Et bon, ça a commencé comme ça, si on peut dire. Ensuite, j'ai vu mes parents en train de faire l'amour au travers d'une porte. J'entendais ma mère faire du bruit, tout simplement. Je me suis demandé ce qui se passait, j'ai appelé, j'ai dit qu'est-ce qui se passe et tout. Puis ma mère est montée, et puis elle m'a expliqué que les adultes, quand ils s'aiment fort, et ben, de temps en temps, ils se font des câlins, etc., etc. Et je trouvais ça... super, donc voilà, j'ai grandi un peu
avec tout ça. D'ailleurs, je pense même que le câlin est arrivé avant la cassette en question. Mais ça a commencé comme ça. Donc vraiment la beauté de la chose. Pas du tout de tabou, pas de l'ouverture et finalement juste de l'échange. Donc super positivement. Est-ce que tu te souviens des premières questions que tu te posais dessus? Est-ce qu'il y avait des questions que tu te posais? C'est assez bizarre peut-être, mais depuis jusqu'à ce que je fasse l'amour pour la première fois, je voulais savoir si le vagin c'était chaud. Et jusqu'à ce que je fasse mes premiers préliminaires, que je mette mes premiers doigts dans un vagin, je me posais cette question-là. Et je me disais, est-ce que ça va être bizarre? Est-ce que ça va être bien? Pas bien? Et il y a cette question qui a été pendant très longtemps dans ma tête. Il y avait une autre question, c'est que j'ai mon pénis qui est un peu courbé. Et je me disais, est-ce que ça va rentrer normalement? Est-ce que ça va être bizarre? Est-ce que ça va pas être bizarre? Et puis en fait, ça va. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, voilà. Donc ouais, ces petites questions-là, mais elles se sont assez vite dissipées parce que très jeune, j'ai commencé à m'intéresser un peu au sujet, à aller sur des forums, à écouter. À l'époque, c'était sur RMC, c'était Brigitte Lahaie qui faisait une super émission. Lahaie, l'amour et vous, ça s'appelait. Et t'avais plein de personnes qui appelaient, des hommes, des femmes qui étaient en couple, pas en couple, qui avaient des problèmes dans leur sexualité, et elle essayait d'apporter à son niveau des réponses à toutes les questions que pouvaient avoir ces gens, tous ces problèmes-là. Et j'avais, à cette époque, je devais avoir 13-14 ans, et j'écoutais ça avec beaucoup d'attention, parce que ça m'intéressait, il y avait un peu de curiosité, peut-être un peu de voyeurisme, si on peut dire, parce que c'est aussi l'intimité des gens, donc j'étais un peu curieux de ça aussi. Et le mélange de tout ça, alors aujourd'hui c'est plus des pages Insta, Orgasme et moi, Jouissance Club, c'est les plus gros, hein, voilà. Après il y en a qui tournent autour, Juliette fait la révolution, voilà. Merci beaucoup. Avec Terre intime, big up, voilà. Et des petites lectures, enfin vraiment j'ai essayé de mixer un peu tout ça, parce que je me suis dit la première fois où je vais coucher avec quelqu'un, il faut que ce soit bien. Donc je mettais toutes les chances de mon côté, si tu veux. Est-ce que tu avais des amis à qui t'en parlais? Et est-ce que les questions qui te traversaient, tu pouvais... j'ai cru comprendre qu'avec tes parents, tu avais quand même une conversation assez fluide. Donc est-ce que tu osais leur poser ces questions? Alors mes parents non. Mes parents non, parce que autant c'était pas forcément un sujet tabou, mais en même temps je me voyais pas forcément leur parler de ça à eux. J'avais un ami, mon meilleur ami d'ailleurs, qui l'est toujours, je le salue s'il écoute ce podcast, avec qui en fait c'est assez jeune aussi, mais on regardait des films de cul ensemble. Donc à l'époque c'était sur TMC, et on attendait 1h du matin, il avait la télé dans sa chambre, et on regardait les films érotiques. Donc en fait on voyait un bout de fesse, le profil d'un sein, voilà, c'était toujours suggéré, mais voilà, c'était vraiment le film érotique, pas du tout de pornographie au départ. Et donc on parlait de ça, ah t'as vu elle, machin. Et puis après, il a eu son ordinateur, donc on a commencé à regarder des choses un peu moins soft, plutôt porno du coup. Et là, on a exploré les sites, mais d'une force vraiment incroyable. Donc on essayait un peu toutes les catégories, alors on regardait, et puis ah t'as vu celle-là, et puis moi j'aime bien ça, et moi j'aime bien ça, etc. Donc c'était vraiment, là c'était, je dirais, au niveau du collège, tu vois, 12-13 ans. Et donc on explorait un peu tout ça, et moi je passais beaucoup de temps chez lui parce que mes parents se sont séparés quand j'avais 10 ans. Et les week-ends, quand j'étais chez mon père, j'étais toujours fourré chez mon pote, et on dormait chez lui, et on passait nos soirées à regarder soit des films érotiques, soit du porno, soit à jouer à la console, mais en fait... voilà, c'était le programme du samedi soir, quoi. Clairement. Le fait que tu aies regardé tous ces films porno, est-ce que tu penses que ça a modelé ton imaginaire, quand même, au niveau du désir? Alors, te dire que non, ce serait me mentir à moi-même, parce que quand j'ai vraiment commencé à me masturber, parce que ça allait un peu de pair quand même, à l'âge de 11-12 ans, donc les représentations que j'avais de la sexualité, c'était majoritairement à travers ça. Donc forcément, il y avait le côté, et encore plus il y a 10 ans qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui ça commence un petit peu à changer, ou alors peut-être que je regarde du porno différent aussi, mais il y avait un rapport de domination qui était accru,
Et donc, il y avait un peu ce côté-là. Alors, ce qui est bien, c'est que les discussions que je pouvais avoir avec... Enfin, les quelques discussions que je pouvais avoir avec ma mère ou des personnes de mon entourage par rapport à ça m'ont fait prendre beaucoup de recul par rapport à la pornographie. J'ai aussi vécu un petit traumatisme quand j'étais plus jeune parce que j'ai subi des attouchements sexuels quand j'avais 8 ans. Et donc j'ai aussi eu un cheminement à travers cette expérience-là, puisque j'ai été accompagné après par un groupe de psychologues en fait pour pouvoir passer cet événement, expliquer que c'était pas forcément normal, et puis aussi replacer la sexualité et l'acte de la sexualité dans son contexte et dans tout ce qu'elle a de plus beau. Voilà, donc la pornographie a eu forcément un impact, mais ça a été passé à travers beaucoup de filtres, si tu veux. Mmh. Donc, j'ai rapidement su faire la différence entre ce qui relevait de la pornographie, hardcore, domination, etc., à l'acte sexuel, avec les préliminaires, avec tout ce qu'il y a aussi avant les préliminaires, parce que ça peut commencer, comme on dit, ça commence quand on monte l'escalier. Voilà. Donc, oui, ça a eu un impact, mais qui finalement s'estompe de plus en plus, et j'essaye aussi au maximum de pas me baser là-dessus, parce que tout est faux en fait. Enfin, voilà, certaines fois il y a des anesthésies, les hommes sont sous pilule. C'est du cinéma. Donc voilà. Il faut le prendre comme du cinéma. Ouais, c'est bien parce que j'ai l'impression que tu as vraiment eu le cadre qui a fait que tu pouvais regarder la pornographie et en même temps avoir ce cadre qui te fait vraiment voir la différence entre la réalité et le cinéma. C'est ça. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'expérience que tu as vécue, donc quand tu avais 8 ans, du trauma que tu as vécu, et de comment les choses se sont mises en place autour de toi pour que tu puisses en parler, et le processus en fait de la parole? Alors, ce qui m'est arrivé, j'en parle avec un peu plus de légèreté, mais c'est aussi la première fois que j'en parle entre guillemets à un grand public. Aujourd'hui, il y a mon meilleur ami, mes parents et mon ex qui sont au courant de cette histoire. Donc ça fait 4 personnes. Bonjour à tous. Mes parents avaient des amis qui venaient régulièrement à la maison, et ces personnes-là avaient une fille qui avait 14-15 ans à l'époque. Et quand ces personnes venaient chez mes parents, on s'amusait avec elle, avec ma sœur, avec son frère, et on faisait des jeux d'enfants de 8, 10 ans, 12 ans. Et elle a commencé à vouloir jouer à papa et la maman. Voilà. Mais pour moi, jouer à papa et la maman à 8 ans, c'était... Il y en a un ou une qui fait à manger, l'autre, il ou elle est en train de faire le jardin, et on joue à papa et la maman comme tu vois papa et la maman au quotidien, quoi. Ouais. Sauf que papa et la maman, pour elle, c'était on va dans le lit et je te tripote et tu me tripotes et tu fais ci et tu fais ça. Donc j'ai été en relation avec mon premier vagin à l'âge de 8 ans. J'en parle de façon assez détendue, mais ça n'a pas été aussi facile pour en arriver là. Donc grosso modo, elle m'a juste demandé de lui faire un cuni. Ça a été répété plusieurs fois. Elle s'occupait de moi aussi. Aujourd'hui, je dis s'occuper, mais à l'époque, c'était plutôt elle profitait de moi, voilà. Et j'ai compris que c'était pas normal parce que déjà, j'ai assez peu de souvenirs de tout ça. C'est un peu comme s'il y avait eu un petit cut, peut-être parce que j'avais envie d'oublier un petit peu aussi. Pardon, j'essaie d'organiser ma pensée. Vas-y, tu prends ton temps. Je savais que c'était pas normal, et on a eu beaucoup de chance parce que dans l'école primaire où j'étais, il y avait des sensibilisations à la sexualité, aux attouchements sexuels, etc. Donc on a une association qui est venue, j'étais à l'époque, donc c'était quasiment 2 ans après, puisque j'étais en CM1 ou CM2. Et cette association est venue, elle nous a parlé du sexe masculin, elle nous a parlé du sexe féminin, elle nous a parlé des relations sexuelles, du consentement, de la notion de... Alors, c'était pas aussi détaillé que ça peut l'être aujourd'hui, mais il y a 15 ans, c'était les attouchements sexuels.
toutes ces choses-là, on parlait pas encore de harcèlement, etc. Mais les attouchements sexuels, dans quel cadre est-ce que c'est normal, dans quel cadre est-ce que c'est pas normal. Et j'ai compris que c'était pas normal, ce qui m'était arrivé 2 ans auparavant. Parce qu'entre-temps, la personne, je la voyais plus, enfin mes parents étaient plus en relation avec ses parents, etc. Et je savais qu'il fallait que j'en parle. Parce que le message, grosso modo, de cette association, c'était parlez-en. Donc, j'ai eu l'oreille attentive et l'écoute attentive de ma tante à l'époque. Je lui ai dit, il faudrait que je te parle de quelque chose qui m'est arrivé. Et je lui ai expliqué la situation. Donc, elle a compris tout de suite, parce qu'elle a 10 ans de plus que moi, à peu près, 15 ans. Et donc, elle m'a dit, est-ce que tu es d'accord pour que j'en parle à tes parents parce que c'est pas normal ce qui s'est passé. On en a parlé, etc. Et puis après, je suis rentré dans le processus plutôt aller parler pendant 1 heure par semaine avec une psy finalement. On m'a emmené chez la dame pour parler de ça. Donc la dame, c'était une psy et on a fait un point là-dessus. Donc la notion de consentement m'a été inculquée, entre guillemets, à l'âge de 10-11 ans. Le fait que c'était normal d'avoir des relations quand c'était consenti. Le fait que c'était pas normal quand il y avait un non. Toutes ces choses-là, je les ai su assez tôt. Et ça a aussi permis de construire la personne que je suis aujourd'hui et ma façon aussi d'aborder la sexualité. Mais finalement, c'était... Aujourd'hui, j'ai beaucoup de recul là-dessus, donc ça me dérange pas d'en parler. Mais c'était finalement... je trouve ça... Alors non, c'est pas bien, parce que c'est pas normal, mais avec du recul... C'est bien d'avoir eu aussi ça très vite parce que je me rends compte que c'est pas si normal pour tout le monde. Et quelque part, cette association, c'est bien qu'elle soit venue, ça a libéré la parole, mais j'aimerais bien que ce soit le cas de partout et que ce soit pris avec le même sérieux parce que c'est pas toujours le cas. Donc mon petit témoignage là-dessus. Il y a une personne qui a été au courant assez vite, c'est mon meilleur ami, avec qui je regardais les fameux pornos. Et en fait, il s'est avéré que lui aussi avait subi un attouchement sexuel. Donc lui, c'était dans le cadre familial, donc c'était encore différent. Mais ça a peut-être aussi renforcé un peu notre amitié parce qu'on a connu la même chose. Et au moment où moi je lui en ai parlé, lui aussi a senti le besoin de m'en parler aussi. Parce que c'était au fond de lui et j'ai des frissons partout et c'était j'avais déjà fait le cheminement avant lui, donc j'ai eu besoin d'en parler aussi à un adulte parce qu'à 10 ans on sait pas trop comment accueillir ça, même si on l'a vécu. Donc j'en ai parlé à une personne en qui j'avais confiance dans sa famille et donc lui aussi a pu faire ce cheminement, être accompagné là-dessus. Donc parler si vous êtes sujet à ça, c'était pas forcément le but d'arriver à faire un message de prévention sur le sujet, mais c'est pas normal si vous n'êtes pas d'accord et parlez-en ou sortez-vous de ces situations-là. Voilà. En fait, le fait de t'être autorisé à en parler et d'en parler à ton meilleur ami, lui, ça lui a donné la force ou le cadre pour en parler aussi. Certainement. Et il en a parlé dans sa famille, ou en tout cas il en a parlé dans sa famille. De la même manière que je l'avais fait auparavant, j'avais été signalé à la gendarmerie parce que c'est pas normal. Alors j'avais pas porté plainte, mais c'était... Il y a encore une fois, la majorité sexuelle, elle est à 15 ans et 1/3, je crois. Je sais pas pourquoi 1/3, je sais pas, 1/3, 2/3, je sais pourquoi j'en sais rien. Mais à 13-14 ans, est-ce qu'on est conscient de ce qu'on fait? Je sais pas. Moi j'ai pardonné cette personne, il n'y a pas de souci avec ça. Mais il est allé en parler, ça a libéré la parole. Et c'est juste bien d'avoir pu le faire aussi, parce qu'il y a un cadre. Je pense que le cadre familial aide beaucoup aussi. Si on a des parents qui sont présents, qui sont aptes à écouter ça, parce qu'il y a des personnes qui sont pas aptes, et c'est pas mal, c'est peut-être juste qu'elles n'ont pas reçu le bon message quand elles ont reçu leur éducation. Mais on avait un cadre qui était un bon cadre. Donc ça a beaucoup aidé. Merci beaucoup en tout cas de le partager ici. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a un outil que tu as vu avec ta psy, ou un outil ou une phrase ou quelque chose qui t'a un peu touché, ou en tout cas dont tu te sers aujourd'hui, ou tu sens que ça t'a nourri d'une certaine manière, vraiment quelque chose de clé un peu? Pour être complètement honnête, j'ai très peu de souvenirs de toutes ces séances-là.
ce que j'en retiens, c'est vraiment le message global. C'est simplement qu'il y a des choses qui sont normales, il y a des choses qui sont pas normales. Et ce qui est normal, c'est ce sur quoi tu es d'accord. Ce qui est pas normal, c'est ce sur quoi tu n'es pas d'accord. Grosso modo, c'est ce que je retiens. Et c'est le message que j'aurais envie de partager parce que c'est juste la base. Voilà. Bah, c'est génial, merci. Aujourd'hui, par rapport à tout ça, tu te sens en paix. Et tu te sens en paix aujourd'hui par rapport à tout ça. Comment est-ce que tu vis le consentement avec tes partenaires? Comment tu le sens? Comment tu le ressens et comment tu le partages? Alors, déjà, c'est assez... on va rentrer direct dans le vif du sujet, mais si ma partenaire n'est pas dedans, c'est-à-dire concentrée, si je la sens pas avec moi, déjà pour moi, c'est pas un consentement. Il n'y a pas besoin de oui, il n'y a pas besoin de non, c'est si on est, entre guillemets, on est OK parce qu'il y a des codes dans le couple qui font que on va avoir une relation sexuelle, voilà. Si je sens que la personne n'est pas forcément à 100%, OK, est-ce que ça va pas, t'es OK, si tu veux on arrête. Voilà, j'ai vraiment cette approche-là parce que mon plaisir passe par le fait de procurer du plaisir. Et si c'est juste, entre guillemets, pardon, pour me vider, la masturbation me convient depuis 16 ans. Voilà. Donc, pour moi, le rapport sexuel, c'est de partager et de prendre du plaisir, en fait. Donc, si une personne ou l'autre prend pas de plaisir, il n'y a aucun intérêt à le faire. Voilà. J'ai pas faim, je mange pas. Pour moi, c'est quasiment aussi primaire que ça, parce que j'ai une libido qui est importante, j'en ai conscience. J'ai été avec une partenaire qui avait moins de libido que moi, donc ça aussi, ça a permis de me réguler un petit peu. Je sais pas si c'est bien, pas bien, mais en tout cas, j'ai fait en sorte d'apprendre à gérer aussi mes envies. Puis finalement, ça fait que quand il y a l'acte sexuel, t'as encore plus envie, donc c'est cool. Mais le consentement, vraiment, s'il n'y a pas ça, pour moi, je prends pas de plaisir. Okay. Donc si je sens pas que c'est OK, ou si je l'entends pas, j'insiste pas. C'est pas plus compliqué que ça. Et voilà. Et ça nous est arrivé avec mon ex, par exemple, ou avec d'autres personnes, de dire, bon, c'est peut-être pas la peine on va pas continuer, quoi. C'est pas la peine d'aller plus loin, parce que, tu sais pas, du coup, moi, j'y suis plus, et voilà. Et c'est OK, quoi. C'est OK. Voilà, on se fait un câlin, on va prendre une douche et puis c'est fini. On regarde un petit film, en fait, c'est pas fini. Ouais, c'est ça. Non, mais voilà, c'est juste la base, quoi. Voilà. Mais très bien. Ouais. Tu me parles de masturbation. Justement, j'allais te demander quel est ton rapport à la masturbation. Mon rapport à la masturbation. J'ai un meilleur ami et j'ai une meilleure amie. C'est la masturbation. Comme je te disais, quand on s'est téléphoné pour la première fois, je suis un gros branleur. Voilà. C'est vraiment à travers ça, je pense que déjà que ma libido est aussi importante que ce qu'elle peut l'être, en ce moment un peu moins, mais ce qu'elle peut l'être en temps normal, quand tout est OK, tout va bien. C'est ce qui permet aussi de réaliser des fantasmes inavoués. C'est quand même aussi un refuge par rapport à ça, la masturbation, parce qu'il y a des choses qu'on fantasme, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on peut pas faire parce que le partenaire du moment est pas forcément OK. Je sais que par exemple, personnellement, j'aimerais bien tester la sodomie. Je n'ai jamais essayé. Mes partenaires avec qui j'étais ne voulaient pas le faire, donc je n'ai jamais essayé. Quand je me masturbe, parfois je pense que je suis en train de faire de l'anal et c'est mon petit coin de paradis. Voilà. Et c'est aussi un petit peu... ça procure un peu... Enfin, personnellement, moi, c'est plutôt, tu vois, le soir, voilà, je suis posé... voilà, une petite branlette et voilà, c'est cool et je vais me coucher et ça me repose, ça me détend et c'est cool, quoi. Voilà, j'aborde ça vraiment de façon complètement décomplexée, il n'y a pas de problème avec ça. Quand c'est avec les copains, c'est un peu plus sur le ton de la rigolade, voilà, mais moi c'est un peu ma petite parenthèse, c'est mon petit coin perso.
Dans mes relations de couple, j'avais eu du mal parfois à me masturber alors que j'avais une relation exclusive, etc. C'était un peu le côté... quand je me masturbe, je pense pas forcément à ma partenaire parce que je regarde parfois des vidéos, parfois c'est juste grâce à la pensée. Mais du coup, c'était un peu pour moi comme si je trompais la personne. C'était mon petit plaisir et finalement, je me disais, c'est peut-être pas dingue. Et puis, la personne avec qui j'ai été pendant 4 ans et demi, avec qui je ne suis plus, on avait un petit écart au niveau de la libido, comme je le disais auparavant. Et en fait, la masturbation, j'ai compris que c'était une pratique qui pouvait venir en parallèle à la relation sexuelle qu'on pouvait avoir en couple. Et c'était un plaisir solitaire et différent parce que je faisais des choses, je pensais à des choses que je pouvais pas forcément faire au quotidien. Donc je m'autorisais ces petits moments-là perso et c'est trop bien. Et j'ai prêché la bonne parole auprès de mon ex aussi parce que elle avait un rapport à son corps qui était un peu moins avancé que le mien, si on peut dire comme ça. Où moi, vraiment, depuis l'âge de 10 ans, j'étais hyper ouvert, masturbation, etc. Il y avait eu le petit épisode dont on a parlé juste avant, qui fait que j'avais ouvert un peu les chakras sur le sujet. Et elle c'était vraiment le côté très tabou et très... c'est un peu secret, le sexe, on n'en parle pas. Et la relation sexuelle, c'est pas forcément la priorité. Et j'avais envie de lui montrer que c'était bien en fait parce que ça permettait de se connaître. Moi j'ai découvert le plaisir prostatique avec la masturbation et c'est trop cool. Mon ex a découvert les plaisirs solitaires avec différents sextoys, avec juste le plaisir de se faire plaisir et de voir que c'est aussi simple que ça. Ça prend le temps que tu veux, mais ça peut prendre 1 minute, ça peut prendre 1 heure. Et c'est juste un temps pour soi, comme tu peux aller courir, parce que je fais beaucoup de sport, donc des fois ça me fait aussi du bien d'aller courir, comme d'aller boire un coup avec des potes, comme de regarder un film. Et en fait, c'est une activité comme une autre et c'est trop bien. Ouais, t'as vraiment essayé de faire en sorte qu'il n'y ait pas de tabou dans ta relation, dans la communication, et finalement ça a fait que elle, dans sa vie, dans son propre rapport au corps, il y a des tabous qui sont tombés. Ouais, complètement. Et puis même dans notre sexualité, ensuite, quand on était réunis, ça a apporté des choses dans le sens où elle arrivait à me guider sur des choses qui lui plaisaient, des choses qui lui plaisaient moins, mettre des mots sur les gestes que je pouvais faire. Et finalement, c'est ce qui rend l'alchimie encore plus bonne parce que je me connais bien, elle se connaissait de mieux en mieux et on avançait ensemble par rapport à ça. Donc c'était vraiment top. Je suis d'accord que c'est assez génial et c'est ce qu'il y a de plus beau. Et j'en parlais avec Coraline que j'ai interviewée et elle disait que pour elle c'était tellement... ça crée tellement de désir aussi de savoir que l'autre se connaît et que l'autre te guide et donc ça crée juste... c'est comme si la carte au trésor, il y avait quand même des éléments qu'on connaissait et donc on peut pleinement l'explorer, quoi. Complètement. Je voudrais juste faire un petit retour en arrière parce que je me souviens que j'avais bien rigolé quand tu m'avais raconté. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes premières expériences que toi tu considères être tes premières fois, tes premières expériences? Donc comment tu l'as vécu intérieurement, comment tu t'y es préparé et comment tu t'es senti? Alors, mes premières expériences... Quand j'avais l'âge de dire que c'était mes premières expériences, toute la partie séduction, etc., je l'intégrais pas dans tout ce qu'on peut appeler les préliminaires, etc. Aujourd'hui, on va dire que les préliminaires commencent un peu plus tôt pour moi. Avant, c'était vraiment toucher un vagin et qu'on me touche la bite. La première fois, en fait, j'étais prêt très tôt. J'étais prêt. C'est-à-dire que quand j'étais déjà au lycée, j'avais une capote dans mon portefeuille au cas où. Voilà. J'avais personne. Toujours avoir la capote dans le portefeuille. J'avais personne. J'avais encore jamais touché de vagin. J'avais jamais touché de vulve. D'ailleurs, je dis vagin depuis tout à l'heure, mais en fait, on va dire de sexe féminin. Et personne m'avait touché la bite. Et je me disais, mais comment ça va être, qu'est-ce que je vais faire, comment ça va commencer, comment ça va se passer. Bon. Et le jour où c'est arrivé, en fait, c'était avec ma meilleure amie de l'époque, à une soirée,
pour un réveillon et c'était bien. Et je m'attendais à ce que ça aille plus loin que juste des préliminaires. Et en fait, c'est pas allé plus loin que des préliminaires. Et une semaine après, elle s'est mise en couple avec un gars que je lui avais fait rencontrer à ce même réveillon. Donc... Dommage. Un petit raté, voilà. Donc ça commençait déjà bien pour moi. Mais qu'à cela ne tienne, on repart. Et bon, du coup, après, elle me racontait un petit peu ce qu'elle faisait avec cette personne-là. Et ça me foutait encore un peu plus mal. Mais bon, ok, ça continue. La première fois que j'ai couché avec une fille, j'avais 19 ans. Donc depuis 11 ans que j'ai commencé à me masturber, ça commençait un peu à faire long, tu vois. Et c'était très cool parce que c'était avec une fille que j'avais rencontrée pendant les études et avec qui j'étais en cours depuis 1 an. Et sur une promo d'environ 120 personnes, donc on va dire 60 femmes, c'était celle que je trouvais la plus jolie. Et à une soirée, on continue de bien discuter parce qu'en fait on s'entendait bien, mais c'était plus voilà, des relations amicales, etc. Et on discute et on était un petit peu bourrés tous les deux et on monte parce qu'elle avait envie de monter. On était avec des potes, tous un peu bourrés, et on commence à danser et on s'embrasse. Bon, déjà, ça commençait bien, le cœur bat, c'est cool. Je regarde mes potes, je leur fais un petit signe de la tête. Voilà, merci les gars, vous pouvez descendre. Et donc je me retrouve avec cette fille et là je me suis dit, Paul, c'est maintenant ou jamais. Tous les feux étaient ouverts puisqu'elle m'avait dit qu'elle avait envie de moi et que il fallait qu'ils partent, et donc ils sont partis. Et donc on a fini sur le lit et c'était assez dingue parce que dans ma tête ça a duré toute la nuit. En fait ça a pas dû durer toute la nuit. Je pense qu'au départ, j'ai bandé mou et c'était nul. Et en fait, je me suis occupé d'elle et c'était cool. Puis du coup, après, c'est venu. Tout s'est bien passé. Je crois que j'ai même pas réussi à finir. Mais en fait, j'étais tellement bourré que... Peu importe. J'ai dormi chez elle. Et le lendemain matin, j'étais comme un dingue. Première chose que j'ai faite, c'est d'appeler mon meilleur pote. J'étais sûre. J'ai dit, gros... Tu sais pas ce qui vient de se passer. Et voilà, et j'étais trop content parce que cette fille, je lui en avais déjà parlé plusieurs fois parce que vraiment, je la trouvais canon. Et c'était trop bien. Et comme je suis un peu sentimental, j'ai envoyé un message à cette même personne. Je lui ai dit que c'était cool et que j'aurais bien voulu que ça continue. Mais elle, pas du tout. Voilà, donc ça s'est arrêté là. Donc ma première fois était un coup d'un soir. J'ai pas réussi à bander pour la première fois, j'ai pas réussi à jouir pour la première fois, mais c'est arrivé et à partir de là, c'était parti. Et ma deuxième fois est arrivée 1 an plus tard. Ça t'apprend la patience. Ouais, et c'est une qualité que j'ai déjà depuis longtemps, donc écoute, voilà, on continue. On continue sur cette belle lancée. Exactement. Donc après, tu as eu plusieurs histoires et ensuite tu as rencontré la personne avec qui tu as été pendant 4 ans et demi. C'est ça. Comment vous vous êtes rencontrés ? Les études sont un endroit incroyable. Mon ex, je l'ai rencontré pendant mon master, donc en première année. On était une plus petite promo. Là, on était une 60aine de personnes. Et là, plutôt 2 tiers de femmes, 1 tiers d'hommes. Et au départ, là, pour le coup, c'était pas... pour moi, la plus jolie fille de la promo. C'est pas forcément la fille sur qui je me serais retourné dans la rue. Et vraiment, cette histoire, c'est véridique. C'est qu'un jour, j'étais au self, à la cantine. J'étais en train de manger avec mon groupe de potes de master. Et je la vois arriver avec son plateau dans les mains, son sac à dos sur l'épaule. C'était le seul poids qu'elle portait sur ses épaules. C'était son sac à dos. Tout le reste, ça avait l'air de rouler, mais comme sur des roulettes. Elle avait ses cheveux mal attachés, une veste à moitié mal mise. Et en fait, elle avait le sourire jusqu'aux oreilles. C'est pas cool parce que ça me met dans l'émotion. Elle était avec des amis à elle. Et je me suis dit, waouh, mais elle est trop belle en fait. Et à partir de là, je pense que je peux dire que je suis tombé amoureux d'elle à ce moment-là. Alors qu'on n'avait même pas vraiment parlé, si tu veux. Et là, je me suis mis en mission, mais vraiment en mission, d'arriver à la séduire. Alors, ça n'a pas été aisé parce qu'en fait, elle avait un mec.
Voilà, depuis peu de temps, mais elle avait un mec. Mais assez vite, ça a collé. J'avais envie de la séduire et en même temps, j'ai toujours eu ce respect-là de la relation. C'est-à-dire que j'ai été trompé par le passé dans une précédente relation. Donc je sais ce que ça fait d'être cocu et j'avais pas envie de faire vivre ça à quelqu'un. Donc j'ai vraiment eu la posture, à partir du moment où je l'ai su, en tout cas qu'elle était en couple, c'était un peu, je prends un peu de distance et entre guillemets je la laisse venir, tu vois. C'était pas, j'ai pas voulu forcer les choses non plus. Et il s'avère qu'elle est revenue. Donc à partir du moment où tu reviens, ben, moi je considère que la porte est ouverte. On y va quoi. Et on a commencé à bien parler, et puis j'étais aussi ami avec une pote à elle, et puis on parlait, et puis elle me disait bah tiens, elle me parle beaucoup de toi, et tu me parles beaucoup d'elle, et dis donc avec son mec ça se passe pas très bien. Ah bon ? Tu peux peut-être voilà. Bon. Et puis bah de fil en aiguille, j'ai appris qu'elle avait quitté son copain. Et on s'est vus, et puis on s'est revus, et puis on s'est embrassés pour la première fois. Et elle m'a fait galérer 1 mois après avant qu'on couche ensemble pour la première fois, alors qu'on se voyait tous les jours. Et c'était dur parce que j'avais vraiment envie qu'on couche ensemble, parce que j'avais vraiment envie de partager ça avec elle. Et puis voilà, 4 ans et demi plus tard, on s'est séparés en bons termes, mais voilà. Est-ce que tu veux que je passe à autre chose ? Non, tu peux. Je peux parler ? Comment tu te sentais avec elle dans l'intimité ? Déjà, ce qui était bien, c'est que c'était simple. C'était facile en fait. Parce que on avait un petit mot qu'on avait ensemble, c'était connexion. Si tu veux, c'est que il y a des moments où on s'envoyait un message et le moment où j'envoie le message, je reçois le même de sa part. La situation où tu es en train de regarder un film et là tu te regardes et tu te marres, mais en fait il n'y a rien de drôle, c'est juste que tu as pensé à la même chose au même moment. C'est quand tu es en train de faire l'amour et que tu t'arrêtes et que tu dis t'es sérieux et tout, et en fait ça a été ça vraiment immédiatement. Pour moi c'est un peu, je dirais pas que c'est, je sais pas si c'est ça une âme sœur si tu veux, mais il y a un peu le côté où c'était ma meilleure amie, c'était ma maîtresse, c'était ma copine, c'était un peu tout ça. En même temps, tu vois, j'ai jamais dit non plus que ce serait la femme de ma vie. Je me suis jamais emballé à ce point-là parce que je suis assez terre à terre aussi. Mais il y avait quand même un côté où c'était très facile. Donc, dans la relation au quotidien, ça roulait comme ça en fait. On n'avait pas besoin de se dire 15 fois les choses pour que ça se passe. Et c'était bien. Et c'est marrant parce que en même temps, c'est aussi c'est un manque de communication qui a aussi mené à la fin de la relation, ou en tout cas peut-être pas de communication, mais peut-être un manque de compréhension des attentes de l'autre. Et donc ça s'est terminé très très bien, mais j'ai un peu de regret quand même par rapport à cette histoire-là, parce que on était bien ensemble, mais on n'a jamais réussi à faire correspondre le côté pro, le côté perso. On était tous les deux dans un cursus tourné marketing, commerce, où il y a beaucoup de profils comme le nôtre. Donc pour être employable, qui est un mot qui est terrible mais qui existe et qu'il faut utiliser, c'est le terme, il faut être mobile et il faut accepter potentiellement de bosser pour un peu moins que ce que tu pourrais penser, espérer toucher. Donc moi j'étais prêt à faire quasiment tous les sacrifices parce que pour lancer entre guillemets mon parcours, il fallait que je réponde à toutes les opportunités qui me semblaient être judicieuses. Elle aussi avait cette même réflexion et de base on était d'accord pour dire que le pro primait sur le perso dans la mesure où c'est ce qui allait nous permettre de nous lancer. Donc on a été à distance, ça n'a pas été facile tous les jours, il y a eu des hauts, des bas, mais après c'est le rythme de toutes les relations, enfin c'est pas, voilà, il y a rien d'exceptionnel dans la nôtre. Mais il y a un moment où on aurait peut-être pu déceler un peu plus tôt que ce côté ambition et besoin de construire son parcours allait être un frein à la relation, et c'est ce qui a mené entre guillemets à la fin, parce que je suis monté à Paris pour répondre à une opportunité pro et elle n'était pas du tout prête à monter à Paris. Mais ça, en fait, je ne l'avais pas compris, je ne l'avais pas saisi, ou alors elle ne me l'avait pas exprimé de la bonne façon. Et en plus, il n'y avait pas que ça. Mais voilà, c'est un peu dommage parce que c'est possible que
je pense qu'on a peut-être perdu, entre guillemets, 1 an chacun de notre côté, tu vois. Si on s'était dit les choses, on aurait peut-être pu gagner du temps tous les deux, tu vois. Ça se serait arrêté en bons termes et puis voilà, on aurait continué chacun de notre côté. Mais il y a eu peut-être l'année de trop. Alors il y a le livre qui dit l'amour dure 3 ans. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est à peu près la durée que j'estime pour dire qu'on aurait pu arrêter à ce moment-là. Mais pourquoi t'aurais pu arrêter à ce moment-là ? C'est parce que t'es monté à Paris, que vous avez fait 1 an de distance, ou parce que tu sentais que... Non, en fait, on était issus, entre guillemets, de mondes un petit peu différents. Moi, j'avais grandi à la campagne, avec une maison, du terrain, voilà, avec 3 km pour aller à l'école, 7 km pour aller faire les courses. Elle, c'était une citadine. Moi, j'allais en vacances en camping. Elle allait dans des hôtels. Elle avait vécu à l'étranger, moi jamais. J'ai pris l'avion à 25 ans, elle l'a pris à 3 ans. Elle allait en vacances au ski, c'est ce qu'elle préférait. Moi, c'était les vacances à la plage. Donc en fait, si tu veux, il y avait plein de petites choses du quotidien qui sont peut-être pas incompatibles finalement sur du long terme, mais qui nous, et puis dans notre projection à nous aussi, par exemple, moi je me vois plutôt habiter à la campagne, elle c'est plutôt à la ville. Et maintenant c'est moi qui suis à Paris et c'est elle qui vit à la campagne. Donc c'est assez drôle, mais il y a plein de petites choses comme ça qui font que au final, on n'était peut-être pas fait pour être ensemble, si tu veux. Et je regrette une chose, parce qu'on a eu une communication qui était très bonne pendant toute cette relation, jusqu'aux 4 ans et demi, il n'y avait pas de souci, même jusqu'à la séparation. Mais je regrette le fait qu'elle n'ait pas eu le... Alors, je peux pas dire le courage, parce que c'est quand même pas facile non plus, mais de prendre les devants pour dire que ça va pas, on arrête. Donc, il y a un jour, j'étais un peu... je faisais les allers-retours de Paris pour revenir la voir, et en fait, elle me propose d'aller boire un coup avec ses collègues de boulot. Je lui dis, en fait, moi, quand je descends, c'est pour te voir toi. C'est pas pour voir tes collègues de boulot. Alors, je comprends que tu as envie d'en profiter, mais tu les vois toute la semaine. Moi, tu me vois pas. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, s'en est suivi une très longue discussion. Et je lui dis, en fait, si c'est comme ça, à quoi bon continuer ? En fait, c'est pas... Voilà. Ça m'a déchiré le cœur de le dire. On a passé un week-end à parler, tous les deux dans le lit, à pleurer, à discuter, à refaire un peu... refaire le monde, en fait. C'était tout ce qu'on avait vécu de bien, tout ce qui était incompatible dans la suite de notre histoire, de un peu qu'est-ce qu'on va faire maintenant, parce que 4 ans et demi d'une relation avec, mine de rien, elle avait été pendant plus de 6 mois au Canada, on a vécu le confinement ensemble, j'ai connu des périodes de chômage, sans emploi, donc pas des situations faciles, si tu veux. Elle m'a beaucoup soutenu dans ces moments-là. Je l'ai soutenue aussi quand elle était loin, parce qu'elle était très proche de sa famille, de ses proches, et c'était dur pour elle d'être à distance. Donc on s'est vraiment toujours tiré l'un l'autre vers le haut. Et c'est ce qui était beau, en fait, dans cette relation-là. Et d'ailleurs, ça nous arrive d'échanger aussi encore en ce moment, parce que elle a besoin de conseils sur certaines choses. Des moments, j'arrive pas à m'empêcher de lui envoyer un message parce que j'ai pensé à un truc et que j'ai envie de lui parler, parce qu'en fait, dans les faits, c'est ma meilleure amie. Elle sait tout sur moi, je sais tout sur elle. Et il y a encore cette relation-là, l'alchimie, tu vois, du départ, elle est quand même présente. On sait qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Mais si je devais... La phrase qui résume la fin, c'est de se dire... on va essayer d'être heureux séparés plutôt que d'être tristes ensemble. Et c'est dur, parce que ça aurait pu le faire, en fait. On arrive toujours à faire des compromis. En fait, on est très habitué au changement, à être flexible. On a accepté de porter des masques en extérieur, on est flexible, on a accepté de rentrer chez nous à 21h, on est flexible, on accepte de bouger. Là, en janvier, on va me dire tu vas à l'autre bout de la France et je vais y aller, je suis flexible. Voilà, on perd un proche, on vit sans, on arrive à vivre sans, et on passe ça. Donc on aurait pu arriver à faire ces compromis-là. Mais au moment où on s'est parlé de tout ça, c'était pas possible et c'était pas le moment. Et on a préféré dire stop. Donc c'est fini, c'était une très belle histoire, mais merci à toi et bon vent.
Ouais, c'est vraiment des moments qui sont pas faciles. Moi, je suis un peu émue parce que quand on s'est séparés avec mon ex et qu'on était 7 ans, il y a 2 choses qui étaient dures. La première, c'était vraiment de me dire, là, c'est ma personne préférée du monde entier dont je me sépare. Ouais. Et tu te dis, mais en fait, il y a un vide parce que c'était la meilleure amie. Comme tu dis, c'est le meilleur ami. C'était le meilleur ami, l'amant, le chéri, le partenaire. Et tu te dis, en fait, quelle nouvelle équipe on va réussir à trouver. Ouais. Et le premier sentiment, c'est je perds ma personne préférée. Exactement. Donc, ça m'émeut. Et c'est aussi qu'on s'était dit, en fait, on n'est pas très heureux ensemble, alors qu'on s'aime. Oui. Donc, on va essayer de se donner la chance d'être heureux séparés. Et on s'est vraiment dit cette phrase mot pour mot. Ok. Et donc, c'est pour ça que je suis un peu émue. Et à chaque fois, il y a toujours cette idée de qu'est-ce qui aurait pu faire que ça marche. Et en même temps, à chaque fois que je suis dans ces moments de doute, je me dis, j'ai envie de faire confiance à la personne que j'étais à ce moment-là. Et à lui qui il était à ce moment-là. Et du fait qu'il y avait tellement d'amour, et j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup d'amour avec ton ex, que si cette décision elle a été prise, c'est que sur le moment, la justesse c'était celle-ci. Exactement. Et enfin bon, moi c'est juste dans les moments de doute, quand ça me traverse, je me dis, je fais confiance à qui on était à ce moment-là. Ouais. Donc voilà, je voulais juste partager ça. Mais merci, et je te rejoins, et effectivement, ces questions, elles arrivent, et je pense que c'est légitime, parce que le petit message le matin quand tu te réveilles, le message quand tu vas te coucher le soir, quand tu as un petit moment de doute, à qui est-ce que tu t'adresses ? Et tout ça, la solitude, en fait, parce qu'il faut dire le terme, hein, on se retrouve seul, en fait. Même si on est entouré, on a des amis, on a des collègues, on a des parents, mais personnellement j'ai ressenti une vraie solitude à partir de ce moment-là, et comme tu le dis, c'est le vide, c'est un équilibre qui n'existe plus, et on est un peu moi vraiment le sentiment c'est la solitude, quoi, dans un contexte où en plus j'arrivais dans une nouvelle ville où je connaissais personne. Et le soir, quand t'es dans le lit tout seul et que tu connais personne, que tu sors pas, que la seule chose à quoi te rattacher c'est le travail, c'est pas drôle tous les jours, et je veux pas casser l'ambiance. mais ça a pas été facile, et personnellement la façon que j'ai eu moi de passer au-delà de ça, je me suis réfugié dans l'écriture. J'ai beaucoup écrit à chaque fois que j'avais des choses qui me traversaient l'esprit, sur cette relation-là, sur mes émotions du moment. Et ça m'a beaucoup aidé dans ce besoin de me reconstruire. Et j'arrive à mesurer le fait que ça va mieux depuis que j'ai moins besoin d'écrire, tu vois. Là, j'ai dû écrire peut-être... je sais pas, 50 pages à peu près, des bribes d'histoire, de ce qu'on a vécu, de peut-être ce qu'on aurait pu faire, des moments j'écris ces choses-là, et j'aimerais bien pouvoir peut-être moi aussi faire un podcast et le lire et raconter ça, ou alors l'écrire et le faire le partager aussi, parce que je pense que ces réflexions-là, c'est des réflexions que beaucoup de personnes ont, parce qu'en fait, on a tous des histoires différentes, mais au final, il y a quand même, on a 95% de points communs à toutes nos histoires. La preuve, on se connaissait pas, la phrase qu'on s'est dit à la fin de nos relations respectives, c'était la même, et j'ai du mal, c'est pas forcément évident, tu vois, d'en parler autour de soi, parce que il y a un côté où moi personnellement, j'avais pas forcément envie d'aller embêter les autres avec mes problèmes perso, alors que je sais que je suis plutôt une bonne oreille pour mes amis et que j'hésite pas à l'être quand ils ont besoin. Donc pourquoi est-ce que la réciprocité n'existerait pas ? Je sais pas pourquoi est-ce que moi je m'étais fermé à cette idée-là. Mais l'écriture je dirais pas m'a sauvé, parce que j'en étais pas à un point, mais elle m'a vraiment aidé, et je me suis vraiment appuyé là-dessus. C'est bien quand on trouve ces outils-là. Moi, ça m'a beaucoup aidée, parce qu'au moment où je me suis séparée, j'avais rencontré 2 amis dans le cadre de mon travail, avec qui il y a une connexion de ouf. Et là, on a des conversations WhatsApp où à chaque fois, c'est « Bon, je suis désolée, mais là, il faut que je parle. » Et après, il y a des vocaux de 7 minutes qui arrivent sur les conversations. Et j'avoue que ça m'a aidée à créer une sensation de communauté. Et en fait,
enfin c'est ce que je dis dans le teaser du podcast, de vraiment, le moment où j'ai eu l'impression de perdre le grand amour et l'amour, en fait c'est aussi un moment donné où je me suis ouverte à une communauté d'amis, et donc chacun un peu a ses outils, et la vie envoie aussi, j'ai l'impression, un peu des outils, et pour traverser le deuil, il y avait vraiment cette question de deuil. Moi j'avais ce truc de la courbe du deuil, et genre tous les matins, j'étais là, où est-ce que je suis aujourd'hui? Alors, il y a des jours, j'étais là, bon, aujourd'hui, je suis triste. D'autres jours, j'étais, je suis vénère aujourd'hui de ouf. Ok, et ça me faisait rire, et donc, je voyais un peu les jours où j'allais bien. Donc, je trouve ça sympa. Mais l'écriture, en tout cas, je suis d'accord que parfois, le mal-être ou le bien-être, le mieux-être se mesure à la quantité de pages qu'on a écrites dans les carnets. C'est clair. Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui par rapport à ça et aussi par rapport aux relations? Parce que quand on avait discuté, tu m'avais dit avoir ressenti un peu une pression de revenir dans le game de la séduction. Ouais, c'est vrai. J'avais un peu le schéma de, après une relation entre guillemets sérieuse, d'avoir une relation éponge, on efface tout, on repart à zéro, balle neuve. Et quand on s'est séparé avec mon ex, j'ai eu l'envie de relancer ce schéma-là. À savoir, je me remets sur les applis, je pars en mode conquête et on swipe et on y va et advienne que pourra, quoi. J'avais ce côté-là parce que j'aime bien séduire, il y a un côté de moi où, voilà, je pense que je savais que j'étais pas prêt. Mais en même temps, j'avais envie de me dire, voilà, ça fait 4 ans et demi que j'ai pas connu d'autres personnes que mon ex. Je sais pas si je vais plaire, je sais pas à qui je vais plaire, qu'est-ce que je recherche, puisque la personne que j'ai quittée, c'était un peu une séparation par défaut, parce qu'on pouvait pas faire différemment. Et je me suis retrouvé à discuter avec des personnes. Je me suis rendu compte que j'avais rien en fait dans ces discussions, je ressentais rien de particulier, j'avais pas plus de désir que ça, j'avais pas d'envie, j'avais perdu toute la libido que je peux avoir en temps normal et Dieu sait qu'elle est importante, mais ça a été vraiment c'était vraiment le vide. Et quand je voyais mes amis etc, il y avait un peu le côté ouais mais vous inquiétez pas les gars, ça va, bah tiens regarde d'ailleurs, t'as vu celle-là, et c'était vraiment le côté hyper, j'ai envie de dire primaire de regarde cette nana machin, mais même en le disant je trouvais que ça sonnait complètement faux, mais il y avait un peu le côté bah vas-y on est costaud, on y va et il y a pas de souci quoi, tu vois, mais le truc vraiment la réflexion de base quoi. Et d'ailleurs, depuis 6 mois, j'ai toujours pas connu de nouvelles personnes. Et pourtant, je discute avec quelques-unes. J'ai eu un rendez-vous qui était moyen. Voilà, désolé pour... Un rendez-vous Bumble. Ouais, c'est ça, Bumble. C'était même Fruits. Fruits? Ouais. Ah. Ouais, Fruits. Ouais, moi, j'ai fait que Bumble. Pas de sponsor, mais... c'était sur Fruits. Et c'était cool, je me suis dit peut-être que, pourquoi pas. C'est quoi ce système de fruits? C'est genre... Alors, Fruits, en fait, t'as 4 fruits qui correspondent à peut-être un état d'esprit dans lequel tu es dans ta recherche de rencontre. T'as la pêche qui correspond au plan cul. Voilà, c'est clair, net. Voilà. T'as la pastèque, c'est plan cul régulier. Donc relation un peu libre, on se voit, c'est cool, voilà. Il y a le raisin, donc le raisin c'est juste aller boire un verre et discuter, rencontrer des gens. Et puis tu as les cerises, et là les cerises c'est une relation sérieuse, donc des personnes qui sont plutôt ouvertes à des rencontres sérieuses. Moi je suis une pastèque. J'étais sûre que t'étais une pastèque. Fruits, parce que coup d'un soir, quand je connais pas forcément les personnes, ça m'intéresse pas trop, parce que je réfléchis un petit peu aussi, j'aime bien connaître les gens, savoir qui est-ce que j'ai en face de moi, ou dessous, ou n'importe quelle position. Et on est open. Voilà. Et je me suis dit, en fait, c'est la situation qui me correspond le mieux parce que je sais pas où je serai demain et en même temps, j'ai envie de passer des bons moments. Donc, j'ai fait ce choix-là. Et les personnes avec qui je matchais, c'était pas toujours des personnes qui étaient dans cet état d'esprit-là. Ou alors, c'est moi qui n'avais pas forcément envie d'aller plus loin.
Et je me rends compte que là, aujourd'hui, ça commence à revenir un petit peu, la libido, etc. Mais c'est encore pas ça, et c'est pas grave. Enfin, en tout cas, je me mets pas forcément de pression par rapport à ça. Quand je parlais du schéma que j'avais, je commence à voir l'évolution que je suis en train d'y apporter. C'est que aujourd'hui, dans ma vie personnelle, forcément, il me manque un petit peu quelque chose. L'affectif, la relation corporelle, que ce soit sexuelle ou simplement affective dans le sens câlin, passer du temps avec une personne que t'apprécies, et voilà. J'ai jamais été aussi épanoui sur l'aspect professionnel. Et ça, c'est une chose pour moi qui est importante parce que sans ça, et c'est un peu dommage, mais sans ça, je me sens pas forcément bien personnellement. Mais déjà, sur la partie pro, je suis hyper bien. Ouais, c'est donc, hyper important. La partie perso commence à être de mieux en mieux. Donc, je me sens de plus en plus prêt aussi à accueillir quelqu'un. Et comme j'ai pas vraiment le coup d'un soir facile, je me dis que souvent un plan cul régulier, dans ma tête, c'est quelqu'un potentiellement que j'envisage comme une relation sérieuse. J'ai eu besoin de ce temps, j'en ai encore un peu besoin, mais là, ça va. Ça va. Et le retour dans le game, je pense, a jamais été aussi proche. Tu me parles justement du fait que tu cherches plutôt un plan cul régulier, etc. Parce que pour toi, amour et sexualité sont quand même assez connectés. Ouais, amour ou au moins, je disais connexion tout à l'heure, je pense que connexion c'est le bon mot. Parce que dans la séduction, quand dans la tête tu pars sur plutôt une relation un peu cool, sans lendemain, mais en même temps des lendemains si tout le monde est d'accord, j'ai besoin d'apprécier la personne un minimum. Voilà, j'ai des amis hommes, femmes qui ont pas besoin de ça. C'est je swipe, je match, rendez-vous telle heure, tel endroit, c'est parti, des vraies pêches. Mais c'est trop cool parce que d'un côté je me dis vas-y, c'est trop bien. Ils peuvent le faire, ils le font et c'est cool. Moi je sais pas faire et c'est pas grave, mais c'est juste que j'ai besoin d'en savoir un peu plus pour pouvoir être complètement dedans, quoi. Voilà. En plus, ça aide pour la communication, pour dire ce que tu veux, ce que t'aimes. C'est quand même plus pratique quand on a cette connexion, je trouve. Carrément. On parle de communication et comment tu parles avec tes amis hommes? Enfin, je dis hommes parce que tu parles souvent de tes amitiés avec les mecs et c'est des questions que j'ai posées aux hommes que j'ai interviewés. C'est les communications entre vous. Est-ce que tu t'es toujours senti libre d'exprimer ce que tu avais sur le cœur ou est-ce qu'il y a un mode de conversation qui est autre? Alors, dans un certain sens, il y a le côté où avec mes amis hommes, je parle pas beaucoup de mes amis femmes parce que j'ai un petit souci avec ça, c'est que je tombe régulièrement amoureux de mes amis femmes. Donc en fait, c'est un peu problématique. Je dis pas que l'amitié homme-femme n'existe pas, loin de là, voilà, elle existe, c'est très bien. J'ai des exemples autour de moi qui sont super beaux, mais moi personnellement, je n'y arrive pas. Peut-être que ça arrivera, peut-être que mon ex deviendra ma meilleure amie, restera ma meilleure amie, je ne sais pas. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, je peux pas vraiment dire que j'ai des amis femmes, j'ai des potes femmes, voilà. Mes amis hommes, on parle de plein de choses, parfois pour rien dire, et c'est pas un reproche. Voilà, c'est juste que quand je suis avec eux, j'ai des discussions que j'ai pas avec mes collègues de boulot, j'ai des discussions que j'ai pas avec des juste potes, et en fait, on parle un peu de tout et de rien. Mais des fois de rien. Et quand il s'agit de parler des sentiments, etc., c'est pas forcément la première chose qui vient voilà, dans les échanges. Et encore, j'arrive à identifier qu'avec certains, c'est plus facile que d'autres. Et quand j'ai besoin de parler de mes sentiments, je m'adresse à des amis plutôt que d'autres. Mais il y a quand même un peu le côté... voilà, j'arrive aujourd'hui de plus en plus, et cette séparation-là... m'a aidé là-dessus, c'est que j'ai pas de mal à dire que en fait là les gars moi vous me dites à Paris ça doit y aller les filles et tout, en fait non, j'ai pas envie, donc je vois personne et quelque part ça me fait plaisir de rencontrer des nouvelles personnes, mais il y a pas forcément à y repenser, donc c'est cool et je suis beaucoup plus à l'aise avec ça et j'ai pas de mal à dire en fait non, en ce moment j'ai aucun désir, j'ai aucune libido. Alors je le dis peut-être pas comme ça, je dis plutôt j'ai pas envie de baiser. Oui. Et non, j'ai pas envie de baiser en ce moment. Ok. Alors ils me regardent un peu bizarre. Puis je leur dis en fait,
Ouais, c'est comme ça. Je suis pas encore complètement peut-être prêt, ou alors peut-être qu'un jour ça va arriver, je m'y attendrai pas et ce sera trop bien. D'ailleurs, j'aimerais bien que ça arrive comme ça, mais non. Et j'arrive de plus en plus à le faire parce que il y a pas de mal à dire qu'on n'est pas bien, au contraire. Et de la même manière que eux le prennent pas si mal que ça, l'accueil quand je l'exprime, je suis prêt à l'entendre et au contraire, je pense qu'on garde beaucoup trop de choses pour nous. Et là, je parle dans le sens vraiment général, la communication, et que là, je parle vraiment dans la vie de tous les jours, c'est ce qui fait. Le manque de communication, c'est ce qui crée le plus de problèmes pour moi, ou l'incompréhension dans les échanges. On ne parle pas la même langue, que ce soit le français et qu'on n'ait pas juste la même façon de penser, ou que ce soit avec une personne étrangère. On ne parle pas la même langue, ça veut dire qu'on n'arrive pas à communiquer. Donc c'est ce qui crée des disputes, c'est ce qui crée... tous les mots, pour moi, de la société viennent d'un manque de communication. On ne se comprend pas, on ne s'entend pas, on ne se parle pas. Donc il faut qu'on communique. Donc si je peux être aussi le porteur de cette voix-là, c'est communiquer, bordel de merde. Et pardon pour l'impolitesse. Non, c'est très bien, moi je prends complètement. J'avais une autre question, c'est par rapport à ton corps aujourd'hui, comment tu te sens dans ton corps, comment tu vis dans ton corps, c'est quoi ton rapport au corps ? Mon rapport au corps, on va dire, toujours été plutôt bon. Dans le sens où, comme je disais au départ, j'ai été exposé à la nudité assez vite, que ce soit dans mon cadre familial, mes parents, ma sœur, avec mes cousins, on prenait les bains chez mes grands-parents tous à poil, et puis voilà, c'était ok. Quand j'étais jeune footballeur, on se douchait tous dans les douches à 10 ans, tout nu, et c'était ok. Donc j'avais pas de problème déjà avec la nudité, donc déjà je pense que rien que ça, d'y avoir été confronté assez tôt, ça fait que je me suis pas trop posé la question de ce que je renvoyais physiquement, en tout cas de prime abord. Après, je suis assez sportif quand tout va bien, parce que voilà. Et donc, il y a un peu le côté où j'essaie de prendre soin de mon corps, parce que c'est ce qui me portera jusqu'à la fin. C'est ce qui fait aussi que je me sens bien. Donc, la pratique du sport fait en sorte que moi, personnellement, je me sens bien dans mon corps. Il y a le côté dépassement de soi qui fait, en tout cas pour ma part, me donne confiance en moi de manière générale. Et du coup, en tout cas pour ma part, le corps devient un peu secondaire, si tu veux. Bien que, quand, par exemple, je perds trop de poids, je me dis, mince, là, ça va pas. Typiquement, après la séparation, j'ai perdu 8 kilos. Voilà. Bon, bah là, je sais que ça va pas. Mon psychologique joue beaucoup sur mon physique. Et d'ailleurs, c'est le cas de beaucoup de personnes, mais je le sais, et j'arrive aussi à savoir comment je vais en fonction de ça. Mais je suis assez à l'aise avec ça. Je me considère pas comme extrêmement beau, ni extrêmement moche. J'ai jamais eu de soucis quand j'étais à l'école, au collège, au lycée, pour rencontrer des filles, avoir des copines, etc. Donc on va dire que je me suis jamais trop posé de questions par rapport à ça. On m'a jamais non plus fait de remarques par rapport à mon physique. J'ai été épargné par ça. Donc mon rapport au corps est super bon, et c'est cool. Et d'ailleurs, je suis content parce que je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Je peux même pas m'imaginer ce que ça fait de pas être bien dans ces baskets, parce que moi je l'ai toujours été, et voilà, je vais pas m'excuser de ça parce que c'est bien, mais en fait je suis hyper bien dans mes pompes par rapport à ça. Et je pense que ça m'aide aussi par rapport à la sexualité et tout ça, parce que me déshabiller devant quelqu'un, c'est pas compliqué pour moi. De me retrouver corps à corps avec quelqu'un, c'est facile, j'ai pas de problème avec ça, donc c'est trop bien, et non, c'est plutôt cool. J'avais envie de parler un peu de la notion de plaisir, parce qu'on en a un petit peu discuté. C'est quoi ton rapport au plaisir, que ce soit seul mais aussi avec tes partenaires? Donc c'est quoi ton rapport au plaisir et à donner du plaisir?
c'est la fin de la phrase qui est importante. C'est que, on va dire que la construction que j'ai eue du plaisir, et donc là vraiment je parle du plaisir sexuel parce que je prends du plaisir à manger, je prends du plaisir à boire, je prends du plaisir à voir des amis, à voir des beaux paysages, à voyager. Mais par rapport au plaisir sexuel, toute ma construction s'est faite sur le fait de donner du plaisir. Donc, mon plaisir passe par celui des autres. Alors, c'est une phrase qu'on entend beaucoup, et c'est bien, parce que ça veut dire qu'il y a plein de gens qui prennent soin des autres, voilà. Mais personnellement, c'est vraiment ça. Quand je sens ma partenaire jouir, avoir un orgasme, se sentir bien, je suis au top du top, quoi. Et si tu veux... ça me porte presque préjudice parce que ça m'excite tellement que par exemple quand on est en plein acte et que en pénétration et entendre ma partenaire jouir, ça me fait jouir littéralement. Donc c'est même ça rend les échanges beaucoup plus courts parfois. Voilà, rideau terminé. Alors terminé en tout cas pour la partie pénétration parce que ça se termine pas à l'éjaculation, mais parce que je prends tellement de plaisir que ça vient et c'est incontrôlable en fait. C'est juste voilà. D'ailleurs, à toutes celles qui ont simulé avec moi, et vous êtes peut-être nombreuses, ça a marché, donc félicitations. Et toutes celles qui ont pris du plaisir, c'était cool. Tu m'avais dit que c'était important pour toi. Enfin, tu sentais qu'il y avait quelque chose sur lequel tu devais peut-être travailler ou en tout cas qui était présent, c'est que tu voulais être le meilleur coup de tes partenaires. Donc il y avait quand même cette notion de performance dans la sexualité. Comment aujourd'hui tu perçois ça et est-ce que tu sens pourquoi c'est là ? Alors, le mot performance dans la sexualité, c'est souvent assimilé à la pornographie et je trouve que c'est un peu dommage parce que moi, c'est pas dans ce sens faire... 50 positions. Voilà, c'est pas le lapin dans 50 positions, on retourne l'appart et voilà. Mais à chaque fois que je fais l'amour, j'ai envie que ce soit la meilleure fois. Et pour moi, et pour la personne en face de moi. Donc, si pour moi, c'est la meilleure fois, je me dis que si je donne tout et que je fais en sorte que ce soit la meilleure fois pour la personne avec moi, je dois laisser une trace indélébile, quoi. Et il y a un côté de moi où je me dis, il faut que ce soit le cas. À tel point, et c'est même... là, on rentre dans la psychologie, je pense, mais à tel point que toutes mes ex, entre guillemets, je me dis que j'ai envie qu'elles pensent à moi en faisant l'amour avec leur nouveau partenaire. C'est un peu fort, mais en fait, il y a un côté de moi où je me dis, il faut que je laisse une trace, quoi. Il faut vraiment que je sois présent, entre guillemets. Il y a un côté où j'ai envie de ça. Parce que je considère que j'ai vraiment donné beaucoup et que j'ai donné pour, entre guillemets, que ce soit exceptionnel, quoi. Alors, je pense pas forcément être le meilleur coup de la Terre, mais en même temps, j'ai envie de me dire qu'il y a un moment où elle pensera à moi. De la même manière que certaines partenaires, et ça non plus, j'ai pas de mal à le dire, j'ai parfois pensé à elle en faisant l'amour ou en me masturbant parce que c'était tellement bien que... ouais, c'était cool, donc j'y pense et ça me redonne du plaisir et je reprends du plaisir à y repenser, quoi. Voilà. D'accord. J'essaie de rebondir sur quelque chose de constructif. Non, mais je comprends, enfin je me demande à quel point ça met la pression à toi mais aussi à ta partenaire de se dire oh là là, faut que je sois le meilleur coup à chaque fois. Enfin moi je sais que si je sentais que mon partenaire était comme ça me mettrait la pression. Et après alors vas-y. J'attends pas forcément de ma partenaire qu'elle soit mon meilleur coup à chaque fois. Qu'on s'entende bien, hein. C'est encore une fois dans ma conception du plaisir, c'est plutôt d'en donner. Donc ça m'est arrivé d'avoir des moments où la personne en face de moi elle était ok, mais pas forcément dans les meilleures dispositions. Ça nous arrive à tous et moi aussi. Voilà, il y a pas de souci. Et d'ailleurs, pour être complètement transparent, quasiment toutes mes premières fois avec des nouvelles partenaires, j'arrivais pas forcément à bander. Et ça m'est arrivé avec toutes mes partenaires, sauf mon ex avec qui je me suis séparé récemment. Donc il y a ce côté où j'ai envie d'être le meilleur coup, mais il y a un côté où en fait j'ai été impuissant entre guillemets les premières fois avec mes nouvelles partenaires. Donc tu vois, c'est un équilibre qui va se trouver, quoi. C'est ça, exactement. Et moi, c'est juste la partie où tu veux qu'elle pense à toi après. Alors là, vraiment, je sais pas quoi dire. Parce que je me dis, il y a une part de moi qui se dit, c'est beau,
C'est beau d'avoir cette implication et cet engagement dans la sexualité. Et je sais pas, moi j'ai eu des relations avec des mecs avec qui je sais que c'était ouf. Enfin, tu vois, et je sais dans ma tête, ok, bon, bah, eux, quand je parle avec des copines, je dis, ah, bah, alors lui, c'est vraiment, c'était incroyable, cette fois, c'était incroyable et tout. Mais c'est vrai que dans les espaces, parce que moi, j'ai du mal à dissocier amour et sexualité aussi. Ok. C'est-à-dire que je suis allée sur Bumble après ma séparation une semaine et puis j'ai rencontré un mec et la pastèque s'est transformée en cerise. Donc il y a un moment donné, qu'est-ce que tu veux y faire? Donc moi je sais que je sais que j'ai besoin de créer du lien pour la sexualité. Ouais. Et donc c'est vrai que quand je couche avec quelqu'un, j'ai cette envie de vraiment pleine présence et pleine conscience avec la personne. Ok. Donc dans ces corps-là, je vais vraiment rester connectée à ces corps-là. Après, oui, dans l'imaginaire, comme tu disais, dans la masturbation, bon, bah, ça m'appartient. Et là, j'utilise ce que je veux. Donc, je peux utiliser les souvenirs, etc. Mais c'est juste, toi, tu veux qu'elle se garde en tête, genre qu'elle soit nourrie, enrichie de cette sexualité avec toi. Oui. Mais c'est-à-dire que quand elles vont faire l'amour avec de nouveaux partenaires, tu veux qu'il y ait toi qui passe en mode « enjoy ». Tu sais quoi, à la limite, si c'est au service de son plaisir ou de leur plaisir, quel est le problème? Parce que moi-même, je me sers d'expériences passées pour, entre guillemets, enrichir ce que je pratique aujourd'hui, ce que je pratique pas en l'occurrence en ce moment. Chacun apporte, si tu veux, je retire de chacune de mes relations des petites pierres à mettre à l'édifice. Et carrément. Si ça va pas dans le côté tordu de tu penses à ton ex en couchant avec ton mec, au moins tu es enrichi par ce qu'il y avait de bien dans les relations précédentes. C'est peut-être, finalement c'est peut-être ça, plus que le côté d'être derrière l'épaule à regarder pendant une levrette. Non, mais j'imagine bien que c'est pas quelque chose de tordu, mais c'est vrai que je pense, en plus c'est pas un tabou, mais l'idée d'où tu construis ton désir, et donc avec quelqu'un, quand t'es face à quelqu'un et que tu fais l'amour avec quelqu'un, d'où part ton désir, de quel imaginaire, de quelle pensée. Et en fait, c'est vraiment aussi la nécessité de ne pas mettre de jugement sur ça. Enfin, moi, je sais que j'ai des potes, mais moi-même, il y a des choses qui marchent très bien dans ma sexualité. Et puis parfois, je me dis, non, mais je ne vais pas penser à ça, sauf que je sais que mon cerveau, ça marche direct. Oui. Il y a des clés comme ça. Et donc, c'est surtout ne pas mettre de tabou ou de non-dit ou de culpabilité sur ces clés. Oui. Et c'est pour ça que je ne sais pas quoi répondre. Je me dis, est-ce que c'est de la prise de pouvoir, est-ce qu'il y a un cas psychologique, mais je pense que l'important en fait c'est surtout d'utiliser ses propres clés, et en fait elles nous appartiennent, et il y a zéro jugement à poser dessus, quoi. C'est ça, parce que les clés que j'utilise parfois pendant certaines relations sexuelles, comme tu le dis, même si je me consacre pleinement, t'as des clés qui sont pas forcément les clés avec la serrure actuelle. Si on veut utiliser cette métaphore là, c'est beau, c'est poétique. On essaye. On arrive à la fin de cette interview. Déjà. Alors, j'ai 2 questions. Il va y avoir une petite question surprise. Ok. C'est une question sur la moustache. Ah, super. Est-ce que la moustache, c'est le Movember? Exactement. Parce qu'on est en novembre, ou exactement. Pas? Donc, est-ce que tu peux me parler de cette moustache? Je suis ravi que tu me poses cette question, parce que c'est absolument volontaire. Ça fait maintenant 8 ans que tous les mois de novembre, je me laisse pousser la moustache, et pour des occasions comme celle-ci, c'est rêvé parce que mon audience est un peu plus large que mon simple cercle familial et professionnel. Donc effectivement, c'est bien dans le cadre du Movember, qui est le penchant masculin d'Octobre Rose. Donc on consacre le mois de novembre à sensibiliser sur toutes les questions qui touchent à la santé et aux problèmes de santé masculin. Donc cancer de la prostate, cancer des testicules. Il y a aussi une question de charge mentale. Donc je ne parlerai pas de la charge mentale féminine puisque je ne la connais pas, mais la charge mentale masculine, c'est peut-être plus les questions justement qu'on essaie de déconstruire par rapport à la masculinité, au virilisme, à tout ce qui est toutes ces choses-là, tout ce qui fait que par exemple on parle pas des choses qui sont dans les émotions avec nos amis, quand on veut se montrer solide en allant sur les applis de rencontre alors qu'on n'a pas envie de rencontrer des gens et que on veut se montrer fort, tout ça, ça fait partie d'une certaine charge mentale que peuvent ressentir les hommes. Les soucis de santé existent aussi, comme le cancer du sein pour les femmes, et cette petite moustache là, elle est là juste pour dire les gars qui sont en train de souffrir de ça, qui vivent des choses pas faciles au quotidien, et en fait on est ensemble, on est avec vous, et vous allez vous en sortir, et ça va bien se passer, et à tous ceux qui nous écoutent, je suis avec vous, et c'est cool, et parlez avec vos proches. Si vous allez pas bien, il faut
communiquer, parce qu'on a dit que c'était la clé, parce que ça peut aussi sauver des vies en fait, de parler. Là c'est un peu sérieux, mais quand je parle de charge mentale, il y a le côté être masculin, être viril, il y a le côté peut-être parfois cacher une orientation sexuelle. Je connais des personnes qui refoulent des sentiments, des émotions. Il y a beaucoup de suicides par rapport à ça. Et ça doit pas rester dans la tête, ça doit sortir, que ce soit à l'écrit, on en a parlé, que ce soit dans un podcast, que ce soit auprès d'un ami, d'un inconnu, de n'importe qui, mais en fait, il faut juste que ça sorte parce que vous avez tous une place sur Terre, elle est peut-être juste pas au bon endroit, donc n'hésitez pas à bouger, n'hésitez pas à rencontrer d'autres personnes et surtout n'hésitez pas à parler de ça. Et cette moustache, elle est là pour pouvoir véhiculer ce message-là et vraiment merci de m'avoir posé cette question parce que c'est trop important pour ne pas en parler et j'essaie de répandre cette bonne parole entre guillemets à mon échelle, donc merci de faire en sorte que cette échelle soit un peu plus grande. Mais écoute, c'est avec plaisir et en fait j'ai le frère d'un ami qui fait le Movember et j'ai pas beaucoup de gens autour de moi qui le font. Okay. Et je le suis tous les jours en story, il met une information sur la santé mentale des hommes, il est au taquet. Trop bien. Et j'adore et en fait c'est grâce à ça que j'ai vu ta moustache et je me suis dit alors lui je vais lui poser des questions sur sa moustache. Super, t'as bien fait. Et en fait je vais changer la dernière question du podcast. Ok. Si tu te parlais à toi il y a 10 ans ou 15 ans, qu'est-ce que tu te dirais? Ou un moment de ta vie où tu aurais eu besoin qu'on te parle? Punaise. Il y a au petit Paul d'il y a 15 ans, je lui dirais simplement de faire confiance à la vie. Parce qu'en fait, la vie, même si elle nous met parfois face à des choses qui sont pas faciles, tout ce qui arrive, en tout cas c'est ma conception, c'est que tout ce qui arrive doit arriver. Je crois au destin. Voilà, j'ai lu un livre qui m'a beaucoup inspiré qui s'appelle Mektoub de Paulo Coelho, L'Alchimiste aussi du même auteur, qui sont des livres qui m'ont beaucoup inspiré. Et en fait, le Mektoub, c'est le destin, c'est ce qui doit arriver va arriver. Et dans toutes les influences que j'ai eues dans ma vie, ma mère en a été une, il y avait le côté vivre l'instant présent, la loi d'attraction, toutes ces choses-là. Et en fait, le petit Paul d'il y a 10 ans, 15 ans, je lui dirais, fais confiance à tout ce qui peut t'arriver. Les petits tracas, finalement, tu vas arriver à les surmonter. Et juste vis, fais les choses du mieux que tu peux. Parce que parfois, on peut pas faire la chose à la perfection, donc fais-la du mieux que tu peux. Et ça va le faire. Sois bon avec les gens et tu vas recevoir que du bon en fait. Et c'est ça que j'aurais envie de lui dire. Fais confiance et continue juste d'être qui tu es et d'essayer de faire au mieux et d'être une bonne personne. Merci beaucoup Paul. Merci Juliette. Merci pour votre écoute de ce nouvel épisode de Terres Intimes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, sur les réseaux ou dans la vraie vie, et à mettre 5 petites étoiles. Je vous invite aussi à vous abonner au compte Instagram Juliette fait la révolution, l'univers dont fait partie ce podcast. Merci à Déborah, qui fait les portraits des invités, Théo au mixage son et Didier à la musique. Et bien sûr, merci Paul pour cette interview pépite et pour cette moustache. Je vous dis à très vite pour la suite de Terres Intimes.